Si je recommençais mes études de kiné, voilà ce que je ferais. Eh bien, dans cette vidéo, on va parler un petit peu dans un format podcast, un peu un format détente où je vous parle comme si je parlais à un de mes stagiaires. J'ai justement la semaine dernière une stagiaire qui a terminé son stage auprès de moi dans mon cabinet. Donc c'était vraiment passionnant parce on a eu de vifs échanges, on a eu des conversations vraiment approfondies. Bon, j'ai plus fait des monologues, mais je pense que c'était quand même dans l'échange parce elle a pu me dire aussi où elle coinçait et alors j'ai pu lui poser des questions pour qu'elle rebondisse, pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait et pour voir aussi si elle comprenait où je voulais aller. Donc là, ça m'a donné l'idée de ce format dans lequel je vais vous parler de manière un peu simple. Voilà, j'ai quelques notes pour structurer et diriger ma pensée, mais l'idée, ça va être de vous parler comme si vous étiez en train de faire un stage avec moi, ou si vous êtes un jeune diplômé, comme si vous étiez en train de faire une sorte d'assistanat avec moi, donc de vous mettre en route tout doucement pour commencer vos journées de travail et commencer tout doucement à devenir des thérapeutes expérimentés du terrain. Donc voilà, j'avais envie de commencer cette série simplement par ce qui me paraît le plus logique, ce que j'aurais bien aimé faire et ce que j'aurais aimé savoir pendant mes études et comment je ferais si je les recommençais de zéro pendant mes études de kiné bien sûr. Alors tout d'abord, je voudrais vous expliquer une chose, un petit préambule par rapport aux études justement. On va vraiment partir de la base, les études, pas que les études de kiné, mais vraiment les études de manière générale, les études supérieures, sont concernées souvent par ce genre de problèmes. Les problèmes en l'occurrence, c'est le fait d'apprendre aux gens des connaissances brutes, c'est-à-dire qu'on veut prendre une espèce de grosse encyclopédie et la télécharger dans le cerveau des étudiants et on a besoin que ce cerveau le recrache. Alors évidemment, ça c'est quand même important dans les études de kiné. Il y a beaucoup d'études où là on apprend des trucs par cœur pour rien du tout. Je n'ai pas vraiment d'autres exemples puisque j'ai toujours fait la kiné, mais voilà, c'est un peu le problème de manière générale des études. Évidemment, en kiné, on a appris plein de trucs inutiles, bêtement et méchamment par cœur. Évidemment, ça fait partie du process. Il faut quand même qu'on soit capable d'avoir des connaissances théoriques, j'entends. Mais ça, c'est quand même un problème inhérent, c'est qu'on se concentre sur le savoir plutôt que sur la connaissance, sur la maîtrise des savoirs. C'est-à-dire qu'il est plus important que tu saches recracher une matière apprise par cœur plutôt que de prouver que tu as compris cette matière, ce qui est quand même hautement plus important, surtout dans une pratique telle que la nôtre, où là, en fait, dans notre pratique, ce sont des connaissances appliquées au terrain. Connaissances appliquées au terrain. À chaque fois, chaque patient est différent, il faut se baser sur ses connaissances, recouper avec son expérience et ensuite donner une réponse adaptée au terrain, à la pratique, à ce moment-ci. Donc ça, c'est déjà un souci que je voulais évoquer, hein. Ça concerne beaucoup d'études, pas que les études de kiné, mais je voulais quand même l'évoquer en préambule. Et ça fait tout naturellement la transition avec la compétence numéro 1 que je voulais évoquer, c'est quand même l'esprit critique. Alors, l'esprit critique, je vais en parler dans un instant, je vais quand même revenir 2 secondes sur cette histoire de connaissances brutes. Il faut être conscient qu'au niveau des connaissances brutes, j'ai entendu dans certains courants de thérapie manuelle qui sont... on va essayer d'opposer le courant de thérapie manuelle très très progressiste et les courants de biomédicaux qui sont très biomédicaux, donc qui n'ont que des modèles où on décrit la pathologie selon l'anatomie, on décrit la douleur du patient selon l'anatomie. Ça, c'est les vieux modèles biomédicaux qui ont quand même encore beaucoup de prégnance dans beaucoup de domaines médicaux. Et même au mois de mars, j'étais encore en stage. Non, j'étais pas en stage, j'étais en cours avec d'autres médecins. Et l'idée que la posture explique la douleur est encore très présente chez des médecins, même des jeunes médecins, même chez des grands intervenants, parce que j'ai eu des cours avec des personnes qui avaient un très très bon niveau et je ne remets pas en doute leur niveau. Mais par contre, l'idée vraiment que voilà, votre posture va expliquer vos douleurs, madame, ça c'est encore très présent. Même si on leur a dit la clinique ne prime pas sur l'imagerie ne prime pas sur les symptômes, l'imagerie ne prime pas sur la clinique. Ils en ont conscience, ils le disent, ils le répètent, mais c'est pas encore appliqué. Par exemple, ils voient une hernie, ils voient de l'arthrose. Voilà, c'est des discours que j'ai entendus avec des médecins et des intervenants vraiment très prestigieux. Ça, c'est une idée qui est encore
imprégnés. Et voilà, je leur jette pas la pierre. Eux, ils sont spécialistes de leur domaine. Mais au niveau de l'appareil locomoteur, c'est quand même les kinés qui sont censés être les spécialistes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis voilà, à contrario, on a dans les courants de thérapie manuelle très, très, très progressistes, même s'ils ont quand même le mérite de faire justement avancer toutes ces questions, le problème, c'est d'avoir régulièrement des discours qui, j'ai déjà entendu plusieurs fois, l'anatomie n'est pas utile, je n'ai pas besoin de mon anatomie pendant que je fais mes séances de kiné, je fais tout en mouvement, etc. Tout est basé sur le mouvement. Et je base aussi mon travail sur la douleur et le mouvement. C'est vraiment ça qui oriente mon traitement. Mais je reste quand même abasourdi par le fait qu'on nie l'anatomie. Si on demande à un patient de faire un mouvement, il faut quand même qu'on connaisse son anatomie. Évidemment, on n'a pas besoin de ces insertions musculaires dans le détail, mais on a quand même besoin d'avoir une idée et surtout les actions. Les actions musculaires, il faut les connaître, il faut que ce soit du tac au tac. Si on voit un mouvement, il faut, dans sa tête en tant que kiné, si on voit quelqu'un marcher, il faut qu'on soit là et qu'on puisse décomposer telle action, tel muscle, tel mouvement, tac, tac, tac. Si on voit quelqu'un faire un pompage, si on voit quelqu'un faire une traction, il faut que les muscles fusent et ça doit être automatique. Et ça, c'est pas pour frimer, c'est pas pour se la péter, c'est parce que c'est nécessaire. Selon moi, l'anatomie est vraiment primordiale. Et pareil, la biomécanique pour comprendre le mouvement, comment ça s'articule et savoir pourquoi il y a des structures qui vont être dans le chemin, tout simplement. Je pense à la rotation interne d'épaule, à la rotation interne de hanche, des choses comme ça. Même tout ce qui est amplitude, sensation de fin de course souple, sensation de fin de course, la butée, hein, la fin d'amplitude, la sensation de fin de course dure, tout ça c'est des choses quand même, c'est de la biomécanique de base qu'il faut avoir. Et alors les leviers, pitié en fait, si vous n'avez pas des connaissances au niveau de vos leviers, si vous ne savez pas comprendre qu'est-ce qui va faire qu'un exercice va être plus dur, moins dur, là, pareil, on a des grosses lacunes et ça va vraiment vous limiter dans votre pratique et également dans vos prises en charge, dans les exercices, la prescription d'exercices que vous allez faire. Et de nouveau, la biomécanique, ça va être sur des petites choses, des petits réglages fins. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est quand on demande à des patients de faire un pont bustier, donc ils sont couchés sur la table, les genoux fléchis, ils doivent lever les fesses. Là, typiquement, s'il n'y a pas un bon engagement au niveau des transverses et du grand droit de l'abdomen, eh bien, on va avoir les muscles antéverseurs du bassin qui vont travailler quand ils vont lever les fesses, parce que simplement, les gens ont une mauvaise proprioception. Ils ne vont pas comprendre que vous demandez de travailler les grands fessiers et le grand droit de l'abdomen. Ils vont tricher. Donc, et typiquement aussi, si vous voulez recruter les ischio-jambiers, il y a des petites techniques pour faciliter leur recrutement et pour pouvoir les solliciter plus simplement. En plus dans les talons, en forçant la flexion de genoux. Et donc tout ça, c'est pas possible si vous leur avez pas dit rétroversion, etc. Je voulais préciser ça parce que quand même c'est important. Et quand j'entends que la bioméca et l'anatomie ont aucune importance, c'est pas vrai. Quand on dit qu'il faut oublier l'anatomie et la bioméca, c'est pas vrai. Vous avez besoin quand même de vos actions musculaires, ça doit fuser, ça doit être automatique et vous êtes des spécialistes de l'appareil locomoteur. Donc pour identifier une lésion type entorse de cheville, aussi simple que ça, si vous n'avez pas votre anat et votre bioméca, vous ne savez pas ce que vous faites dans votre test et faire des tests sans savoir pourquoi on les fait, tout ce qui est testing bilan, si vous ne savez pas et que vous faites ça au hasard parce qu'on vous l'a appris par cœur, vous foncez droit dans le mur. Parce que là, typiquement, on va avoir besoin de pouvoir objectiver des choses importantes. Et si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être un problème. Donc voilà, tout n'est pas acheté dans les anciens modèles biomédicaux, l'ancien modèle biomédical. Il faut garder son anat, il faut garder sa bioméca. Sinon, on aurait déjà tout supprimé. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, ça ne doit pas après servir pour expliquer la pathologie et la douleur du patient. Ça, c'était quelque chose déjà d'important en préambule. J'imagine que ça fait un préambule déjà bien long parce que je sais que je suis bavard. Voilà, je vous avais parlé de l'esprit critique, compétence numéro 1. Alors, ne pas croire tout ce qu'on vous apprend en cours, ça paraît évident. Je vais développer un petit peu ça et finalement ça recoupe déjà avec ce que je viens de vous dire, mais il y a beaucoup de connaissances qui sont erronées, voire vieilles par rapport à ce qu'on vous apprend en cours. En fait, je ne sais pas pourquoi, le but n'est pas de jeter la pierre gratuitement sur les profs, mais il y en a qui persistent à enseigner des trucs qu'on sait faux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Je ne sais pas à ce niveau, mais en tout cas, ça va être justement le pilier pour votre esprit critique. Ce sera utile pour toujours, parce qu'il faut toujours présumer que l'information qu'on vous dit n'est pas forcément vraie. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous dit est faux, mais ne pas toujours prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Typiquement, il y a des approches non validées qui sont encore transmises à l'école, parce que voilà, en Belgique et en France, typiquement, on a la kiné qui a été énormément influencée par l'ostéopathie. Énormément de kinés ont migré vers l'ostéopathie parce que ils avaient l'impression que ça leur donnait des outils supplémentaires, des techniques et des compétences supplémentaires, alors que ce sont vraiment deux domaines complètement différents. Je ne vais pas donner mon avis sur l'ostéopathie maintenant, mais voilà, moi je ne suis pas ostéopathe et je ne suis pas pour que l'ostéopathie soit dans la kiné. De nouveau, ça c'est pas une méchanceté gratuite que de le dire, je respecte les ostéopathes qui travaillent bien, et je tiens vraiment à préciser que ce sont deux métiers différents. Les ostéopathes font ce qu'ils font, nous, les kinés, aujourd'hui et pour la décennie et les décennies à venir, on est des spécialistes de l'appareil locomoteur et du système nerveux. Ça veut dire que vous devez être des spécialistes des os, des ligaments, des tendons, des muscles, etc., etc. Et surtout des nerfs, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment une qualité qui sera essentielle pour être un bon kiné dans les décennies à venir. Il faut passer par là. De nouveau, dans les écoles de kiné, on enseigne des approches qui ne sont pas validées. Donc typiquement les chaînes musculaires ou la micro-kiné. Bon, la micro-kiné, j'ai vraiment aucun commentaire à faire là-dessus. Je ne comprends même pas que ça puisse arriver. Cela dit, quand je repense à mon parcours, on nous a aussi enseigné, comme on dit aujourd'hui, des dingueries, citation, fermez la citation. Non, mais ça, vraiment, je pète un câble d'entendre ce genre de choses. Et alors, aussi, les chaînes musculaires, bon... vous avez les péronniers qui tirent sur le genou, qui tirent sur le bassin, qui va engendrer une épaule, qui explique la cervicalgie. Sérieusement, je dois commenter ça. Bon, voilà, on sait que la posture n'explique pas la douleur. C'est prouvé, c'est pas moi qui l'invente. Hein, il y a des tas et des tas d'études. Ensuite, j'ai envie de vous parler, pour l'esprit critique, j'ai envie que vous ayez vraiment en tête qu'un prof qui n'a aucun doute et qui est très sûr de lui est très certainement un menteur. Tout simplement parce que dans notre pratique, on est amené à être nuancé dans nos explications. Si vous avez quelqu'un qui vient pour son épaule, vous ne pouvez pas lui dire « oui, c'est d'office le tendon, d'office le muscle, d'office le ligament ou d'office la capsule ». On sait que ce sont des mix de tout, c'est pareil pour les lombaires. Donc arrêtez d'être sûr de vous, arrêtez de faire, comme on dit en Belgique, les dickenecs, les gros coups, donc les vantards, des gens vraiment qui vont être trop sûrs d'eux. J'en avais un aussi à l'école, voilà, il y a toujours eu des profs qui ont un ego surdimensionné. Écoutez, on a compris, vous avez peut-être quelque chose à combler, mais arrêtez d'enseigner des trucs faux. De nouveau, ceux qui sont vantards auront déjà quitté cette vidéo, mais ce qu'il faut se dire en fait là, si vous êtes encore là, c'est que vous devez chercher à développer cette compétence numéro 1 qui va être l'esprit critique. Ce sera utile dans tous les autres aspects de votre vie. Ne partez pas du postulat que ce qu'on vous dit est vrai. Et tout simplement, pour rester humble face à ces connaissances et face à vos profs qui sont extrêmement vantards, et ça vous avez dû en avoir aussi dans les cours de palpation, des profs hyper fiers, hyper sûrs d'eux. C'est quelque chose d'autre que l'on sait, c'est que la palpation, vos doigts, là, ils vous mentent. La palpation n'est pas fiable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a pris quelqu'un à T0 et T1, et on a demandé sur ce quelqu'un qu'on lui palpe quelques vertèbres lombaires. Je crois qu'on a fait même toute la colonne. Voilà. Alors on a demandé à plusieurs thérapeutes de venir palper. Évidemment, entre les thérapeutes, il y a eu des différences. Mais encore plus étrange et encore plus inattendu, c'est que les mêmes thérapeutes, d'un jour à l'autre, sur la même personne, ne palpaient pas aux mêmes endroits ce qu'ils pensaient palper et ce qu'ils affirmaient avec grande assurance. Donc là, il faut de nouveau être humble par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre intervention sur le corps des patients. Le but de cette explication, c'est de rester humble par rapport à nos doigts et nos interventions qu'on peut avoir sur le corps des patients, sur le hands-on. Évidemment, je ne suis pas pro hands-off, je ne suis pas pro hands-on non plus. C'est complètement ridicule d'être absolument à vouloir choisir un camp, autant prendre le meilleur des deux mondes. Et finalement aussi, bon, j'imagine que les anglo-saxons qui sont peut-être plus distants, etc., bon, ça se passe peut-être différemment chez eux, ils apprécient peut-être le hands-off.
Je pense qu'on peut faire du hands-off. J'ai la preuve que le hands-off fonctionne, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais il faut vraiment rester humble par rapport au hands-on. D'accord? Le hands-on, ça va être un moyen de faire du gate control la plupart du temps. Ça va être un moyen de faire du biofeedback pendant l'exécution des exercices pour que le patient comprenne mieux où il doit contracter, puisque vous allez toucher là où il doit contracter, et là, donc, il va mieux ressentir. Parce que les gens, de manière générale, n'ont pas une excellente proprioception. Ce ne sont pas tous des bodybuilders qui savent exactement isoler un muscle sur une action, un mouvement tout petit. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà à quoi va vous servir la palpation, et pas à isoler le foie de l'intestin, du côlon, de ceci, cela, et même de dire ça, si c'est pas sur la vertèbre L3, c'est foutu, ça casse. Donc ça, passons à la suite. Ici, je voulais également vous dire qu'il est important d'apprendre à raisonner. Le but, c'est pas d'avoir un paquet de techniques, le but, c'est pas d'avoir un paquet de bilans ou de testing, c'est d'avoir un raisonnement. Ça, c'est beaucoup plus important que d'accumuler des stacks et des stacks de techniques. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche pas de faire des formations encore et encore et encore, parce que vous allez voir 20 techniques sur 2 jours, et vous n'allez pas réussir à les implémenter dans votre pratique. Vous allez juste stacker 20 techniques de plus, rajouter des classeurs à vos bibliothèques, acheter des livres supplémentaires, voire plein de techniques. Et si de nouveau vous n'arrivez pas à les implémenter, ça ne sert à rien. Vous avez besoin d'un raisonnement, quelque chose qui fait que vous allez créer une cohérence dans votre boîte à outils thérapeutique. On a un arsenal thérapeutique avec toutes nos techniques, on peut faire des tas de choses, et il n'y a pas de technique à jeter à la poubelle. Peut-être les ultrasons, mais ça ne marche pas mieux qu'un placebo. Mais il faut vraiment être capable de choisir la bonne technique au bon moment qui est adaptée à votre patient. Parce que justement, au cabinet, vous allez peut-être avoir 3 patients, 3 dos ou 3 pieds ou 3 épaules d'affilée et qui ont peut-être la même problématique, mais puisque ce sont des personnes différentes avec des objectifs différents et des situations de vie, eh bien, on va devoir adapter la technique et on va peut-être pas faire la même sur les 3 d'affilée. Et c'est pour ça qu'on a un arsenal thérapeutique. C'est pas pour juste empiler des techniques, parce que sinon, là, on ne fait que les oublier. Il faut justement pouvoir jongler avec laquelle sera la bonne au bon moment pour que ce soit approprié. Je voulais aussi insister au niveau du raisonnement sur la différence entre savoir faire un test, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et pourquoi on le fait, c'est beaucoup plus important. Ça vous permet de construire votre raisonnement clinique. Votre raisonnement clinique, il va être basé sur votre anamnèse. L'anamnèse, le but c'est pas de collecter des informations, nom, prénom, sexe, date de naissance, médecin traitant, on s'en fiche de tout ça. Évidemment c'est important, mais en fait vous scannez la carte d'identité, vous scannez la carte vitale pour les Français, et vous les avez. Donc ça, quand on vous dit à l'école et qu'on vous répète de cours en cours, nom, prénom, d'âge, date de naissance, âge, sexe, etc., c'est quand même d'une bêtise sans nom. Évidemment qu'on a besoin de ces informations, mais ça c'est un coup de scan et c'est réglé. Je me souviens même qu'on nous avait précisé, ah oui, et si vous demandez l'âge à une patiente et qu'elle ment sur son âge parce qu'elle ne veut pas faire plus vieille qu'elle est, etc., je sais pas quoi, regardez la date de naissance, ne vous faites pas avoir l'année de naissance, on s'en fiche. Ce sont vraiment des considérations qui sont puériles. En fait, votre anamnèse, elle doit être au service de votre traitement. Ça ne doit pas être le moment chiant où le patient vous raconte sa vie. Désolé s'il y a des patients qui vont écouter ça. Ne soyez pas choqués, en fait. C'est parce que certains thérapeutes redoutent ce moment. Il y a des thérapeutes, ils n'aiment pas, j'ai entendu ça récemment aussi, il y a des thérapeutes, ils n'aiment pas le côté humain. Donc voilà, ils sautent directement à la partie traitement et bilan. Voilà, ça les regarde. Le problème, c'est que l'anamnèse, si vous la skippez, si vous sautez votre anamnèse, si vous la passez, vous allez passer à côté de tas d'informations que le patient et que le bilan n'aurait pas pu vous dire. Donc typiquement, vous allez simplement déjà, à partir de votre anamnèse, construire les hypothèses que vous allez ensuite vérifier pendant votre bilan. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, en faisant ce système, ça vous permet déjà de savoir ce que vous allez tester à votre bilan. Parce que, souvenez-vous, on a fait des milliards d'exercices de tests et bilans, d'ailleurs plein de bilans qui ne sont pas validés, hein, qu'on a complètement éliminés maintenant de l'arsenal, mais vous les avez appris par cœur, vous avez encore les noms en tête, et vous avez appris donc des milliers de bilans par cœur, mais le problème c'est que vous dites ben, je vais pas tout tester, donc finalement vous savez pas trop quoi tester, vous testez des trucs un petit peu au hasard, et là vous dites ouais ça ressemble vite fait à ça, donc je me dirige déjà vers le traitement. Le problème c'est que vous avez besoin de votre logique, anamnèse, créer des hypothèses, tester les hypothèses en bilan, et ensuite
en éliminant déjà les hypothèses avec votre bilan, vous allez pouvoir tester votre traitement et au bout de 1, 2, 3 séances, vous devriez avoir déjà des résultats. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'était la mauvaise hypothèse. Donc ça arrive parfois qu'on est sûr à 65% et donc il y a 35% de chance, donc quand même une chance sur 3 qu'on avait laissé l'hypothèse la moins probable, celle qui est la moins fréquente, on l'avait laissée de côté, on s'était dit je la garde entre parenthèses. On fait 1, 2, 3 séances, le patient applique bien tout ce qu'il faut, il n'y a pas de catastrophisme, il n'y a pas de peur de la douleur, ça n'évolue pas comme ça devrait. Et bien là, on revient à son hypothèse suivante. Donc voilà l'importance d'avoir un vrai raisonnement bien construit. Ça va être de pouvoir enchaîner tout ça, comme je viens de vous l'expliquer. Et c'est une logique qui est vraiment importante à construire dès le début. Et alors, je voulais aussi évoquer quelque chose qui, ça, si on reprenait dans les années où j'ai fait mes études, ce serait compliqué à faire, mais désormais, maintenant qu'il y a l'IA, vous devez vous en servir. Évidemment, pas n'importe comment, pas pour rédiger vos rapports de stage sans réfléchir. On vous voit, hein, on vous connaît, on sait que vous n'êtes même plus capable de rédiger un mail. Donc, s'il vous plaît, utilisez ChatGPT intelligemment. Regardez. Vous prenez votre téléphone, vous avez tous ChatGPT dessus, vous avez tous écrit votre mail à votre notaire ou votre banquier la semaine dernière avec ça. Donc après, là, vous allez l'utiliser de manière intelligente parce que c'est à ça que ça sert. L'IA, ça doit être un support, ça doit être un déploiement de votre intelligence et pas un remplacement. Sinon, là, vous allez vraiment droit dans le mur. Donc là, typiquement, vous avez ChatGPT, je sais qu'ils ont des fonctions de rappel. Donc, il y a des IA encore meilleurs que ChatGPT, mais on va rester simple puisque c'est celui que tout le monde connaît. Mais vous pouvez simplement dire à ChatGPT de vous faire un rappel une fois par semaine sur les grands noms de la kiné à suivre, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, où ils seront, quel congrès ils vont faire, quelle formation ils vont pouvoir faire, ce qu'ils font en ligne, leurs posts importants, etc., plutôt que de swiper à l'infini. Donc là, vous allez lui demander qu'il vous fasse une update sur les grands noms de la kiné à suivre une fois par semaine. Si vous êtes intéressé par différents sujets, que sais-je moi, la pelvie, périnéo, l'urogénico, tout ce qui est nouvelles études scientifiques qui sortent et qui valident ou invalident d'anciennes techniques, la thérapie manuelle à ce niveau-là également. Si vous aimez bien le BFR, le blood flow restriction, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se dit à ce niveau, parce que ça fait partie des thérapies qui sont nouvelles et controversées, donc c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'en dit de manière sérieuse. Si vous avez une passion comme moi pour le dos, la lombalgie, bah pareil, vous scrutez, vous mettez une alerte pour qu'il scrape tout ce qui se fait sur le web et qu'il vous fasse un petit compte rendu. J'ai dit une fois par semaine, mais ça peut être une fois tous les 3 jours ou même une fois par jour. Il vous le fait sur votre temps de midi, vous le lisez en diagonale ou même vous avez la fonction vocale sur ChatGPT, vous le mettez dans votre voiture et vous écoutez le bilan qu'il va vous faire de tout ce que vous avez demandé, qui vous scanne comme actu. Et franchement, on n'a pas d'excuses. Après, vous faites vos petites recherches à la maison. Évidemment, on ne prend pas pour vrai tout ce qu'il va vous dire. On garde son esprit critique. On va vérifier si on se dit « Ah, là, cette étude sur le BFR, ça a l'air intéressant. Ah, ce nouveau protocole pour les LCA, ça a l'air intéressant. Il vaudrait mieux que j'aille voir de quoi il en est réellement. » Et donc là, on va voir dans les détails. Évidemment, pour les grands noms, enfin, évidemment, on peut se faire des stratégies pour suivre ce qu'ils disent. Donc, je pense à Laurent Pitance en Belgique pour l'ATM, je pense à Peter O'Sullivan, je pense à Jill Cook, à Jeremy Lewis. Franchement, ça, il n'y a pas d'excuse maintenant. Évidemment, vous devez être au courant de tout ce qui s'est fait au niveau de la thérapie manuelle et de thérapie manuelle prouvée, s'il vous plaît, parce que de nouveau, j'ai entendu parler de Mézières il y a quelques temps. Je ne comprends pas, en fait. Mulligan, Maitland, c'est plus vieux que Mézières. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être nationaliste ou d'être patriote au niveau des techniques thérapeutiques. Si c'est pourri, c'est pourri. Arrêtez de me parler de ça. Et c'était quoi aussi l'autre méthode en Belgique? Parce qu'en Belgique, on a aussi les nôtres. Bah, Syriax pour le MTP. Voilà. On parlera du MTP dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, il faut vous créer un algorithme aussi. Vous avez des algorithmes qui sont surpuissants maintenant, TikTok, Instagram, etc. Ne passez pas tout votre temps libre à regarder que des conneries. Évidemment, moi aussi, j'ai besoin de me détendre et il y a des blagues sur mon algorithme et des trucs qui me font bien rire. Et d'autres sujets également. J'ai des recettes dans mon algorithme, j'ai des trucs qui me font rire. Et j'ai aussi de la kiné, j'ai des trucs qui sont intéressants. Mais voilà, Insta, TikTok, X,
Bon, TikTok, voilà, j'utilise pas, mais je sais que l'algorithme est surpuissant. Mais même X, vous pouvez suivre quand même des publications qui sont très intéressantes. Donc ça, c'est important à construire des algorithmes qui vont vous tirer vers le haut et pas juste vous divertir. Comment lire PubMed sans que ce soit une corvée? Parce qu'évidemment, quand on vous en a parlé à l'école et quand on vous a dit faire de la recherche scientifique, c'était rasoir. Moi aussi, ça m'a ennuyé. Évidemment, j'ai fait mon mémoire comme vous. J'ai été piocher plein d'articles. Mais maintenant que vous avez une certaine pratique, si vous commencez à avoir une certaine pratique, ben là, ça va être le moment de faire des recherches qui vont être intéressantes. Typiquement, si là vous en êtes encore très très tôt et que vous avez peu d'expérience, vous allez prendre simplement les cas que vous avez vus autour de vous. Le voisin qui vous dit j'ai mal à mon genou, s'il a déjà un diagnostic posé par son médecin et qui va vous dire oui, c'est une rupture des croisés, c'est une entorse de cheville, c'est ceci à la hanche, ceci à mon dos, ceci à l'épaule, ceci telle opération. Les LCA, si c'est une prothèse d'épaule, si c'est une prothèse de genou ou de hanche, toutes ces opérations, ça pareil, vous allez pouvoir prendre PubMed, vous tapez simplement le nom en anglais de l'opération et vous tapez Systematic Review ou méta-analyse et puis vous rajoutez orthopédique manual thérapie, vous rajoutez exercise thérapie et comme ça vous savez ce qu'il en est. Et ça vous permet de faire des recherches quand même précises, vous mettez moins de 5 ans et là vous voyez ce qu'il en est réellement. Ça, évidemment l'anglais c'est un indispensable. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas d'excuse. Hein. ChatGPT, les gars. Vous tapez votre article dans ChatGPT, vous traduisez mot pour mot, vous faites un copier-coller, ou alors vous lui envoyez le fichier, et là, pareil, vous n'avez pas d'excuse. De nouveau, je parle de ChatGPT, mais il y a encore d'autres outils qui sont quand même vachement utiles, comme NotebookLM. Ça peut vous servir pour créer des bases de connaissances jusqu'à 50 ou 100 sources. Je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 50 sources pour une base de connaissances dans la version gratuite. Donc là, franchement, il n'y a aucune excuse. Et pareil, dès que vous êtes en voiture, vous pouvez écouter les résumés que va vous faire ChatGPT, les réponses qu'il va vous faire, vous pouvez les écouter en audio, mais vous pouvez aussi écouter NotebookLM, et il va vous faire des podcasts IA à partir des sources que vous allez lui donner. Donc voilà, de nouveau, il n'y a pas d'excuse, l'information est là, la connaissance est là, donc il faut vraiment apprendre un maximum de choses et créer cette espèce de raisonnement à partir de ces données qui sera applicable à la réalité patient, à la réalité du terrain. Petite astuce aussi, quand vous chattez avec ChatGPT, évidemment, il a toujours envie de vous dire que vous êtes magnifique, ma chérie, vous avez toujours posé des questions merveilleuses, mais n'hésitez pas à lui demander de temps en temps que pense-t-il de vos interactions depuis le début de la conversation, où vous tapez, où vous êtes en mode vocal et vous dites qu'est-ce que tu penses de mes questions jusqu'à présent, comment est-ce que je peux m'améliorer, parce qu'au bout de 10 questions-réponses, il aura déjà cerné votre avatar. Vous lui expliquez qui vous êtes, comment vous travaillez. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui demander tiens, par rapport à ta réponse précédente, peux-tu vérifier l'exactitude de ta réponse par rapport à la source que je viens de t'envoyer? Ça, c'est des choses importantes. Il faut utiliser l'IA comme ça. Il faut être critique même avec l'IA, hein, d'accord? Et ensuite, finalement, quand vous avez recoupé votre étude de PubMed, que vous avez vos 2-3 études de PubMed, que vous les avez dans NotebookLM, vous demandez à l'IA comment l'implémenter, comment l'ajouter dans votre pratique, EBP, comme ça il comprend de quoi on parle. Et là, comme ça, vous allez comprendre comment construire un lien utile entre les études cliniques, la théorie pure et votre pratique terrain en appliquant même en parlant par rapport à un de vos patients. Là, l'IA ne va pas vous remplacer, ne va pas vous dire quoi faire, mais plus vous allez donner du contexte et plus ça va donner de la profondeur à votre réflexion. Il ne faut pas hésiter à prendre vraiment du temps à ce niveau. L'IA, c'est un outil formidable, il faut s'en servir de manière intelligente. Mais il faut s'en servir surtout pour apprendre à raisonner et à devenir meilleur, à avoir utilisé votre esprit critique avec l'IA. Et comme ça, vous allez tout doucement devenir meilleur petit à petit. Grâce à l'IA, ça va être un accélérateur pour l'apprentissage des connaissances. Ça ne doit pas être un remplacement de votre intelligence. Donc voilà, pour résumer, ce que je ferais si je recommençais mes études, évidemment, s'il y avait l'IA à l'époque où je recommencerais,
Il faudrait vraiment cultiver l'esprit critique, bien apprendre son anat, sa bioméca, utiliser les algorithmes Insta, TikTok, X pour avoir un suivi sur les grands noms de la kiné, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Et attention, on se méfie de ceux qui sont trop orgueilleux, trop vaniteux, ceux qui ont vraiment, qui sont trop sûrs d'eux, qui manquent d'humilité. Ça, c'est pas une bonne compétence en tant que kiné. Vaut mieux rester humble parce que l'avenir prouvera encore qu'on a moins d'action que ce qu'on croit. Et je crois que la thérapie manuelle orthopédique actuellement va encore subir de grandes évolutions. À l'époque où je tourne, en 2026, je pense que d'ici 10 ans, on va encore énormément écrimer tout ce qu'on peut faire en thérapie manuelle. Et progressivement, on va se diriger de plus en plus vers une thérapie consciente, qu'on fait du gait control, qu'on est des professionnels de l'appareil locomoteur, mais aussi du système nerveux, qu'on est des professionnels de la douleur. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment vers ça, vers quoi va se diriger la kiné. Donc, si vous voulez être en avance, n'hésitez pas à vous pencher sur tous ces sujets. Et si ce que j'ai dit vous a intéressé, si vous voulez suivre mon travail dans le futur, éventuellement même travailler avec moi, mais suivre mes actualités, cliquez sur le premier lien en description pour vous inscrire à ma liste mail dans laquelle je vous envoie une newsletter par semaine. Et là, vous allez avoir des informations concrètes, applicables, qui vont vous aider à réfléchir directement à vos cas de terrain. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.